confiance des Américains dans le FBI est actuellement au plus bas. Tout d'abord, le directeur du FBI a joué à un jeu de « a-t-il été abattu ou non ?» sur la première tentative d'assassinat de Trump. Et maintenant, un homme avec un agenda clairement anti-Trump dirige l'enquête sur la dernière tentative d'assassinat. Mais attendez, avant que vous ne pensiez que cela ne peut pas être plus fou, un ancien agent spécial du FBI dévoile des secrets que personne n'a vu venir. Il ne s'agit pas de simples ragots, mais d'un scoop qui mettra le FBI sous les feux de la rampe. S'agit-il d'une série de coïncidences? Ou le FBI a-t-il un agenda contre Trump? Découvrez tous les détails dans cette vidéo. Qu'est-ce que le FBI a contre Trump? Le 15 septembre 2024, une deuxième tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump a été signalée. L'incident s'est produit au Trump International Golf Course à West Palm Beach, en Floride, alors que Trump jouait au golf. Le suspect, Ryan Wesley Ruth, 58 ans, originaire d'Hawaï, a été arrêté après avoir pointé un AK-47 muni d'une lunette de visée sur M. Trump à travers une clôture. Selon des documents judiciaires, Ryan Wesley Ruth avait campé à l'extérieur du terrain de golf avec de la nourriture et le fusil pendant près de 12 heures. Il a été inculpé pour détention d'une arme à feu en dépit d'une condamnation antérieure et pour détention d'une arme dont le numéro de série a été supprimé. D'autres chefs d'inculpation pourraient suivre. Un agent du secret service a remarqué Ruth lorsqu'il a pointé un fusil à travers une clôture. L'agent qui précédait M. Trump a tiré sur M. Ruth, qui s'est enfui. Ruth a ensuite été arrêté dans sa voiture sur l'Interstate 95 dans un comté voisin. Après l'incident, M. Trump a rassuré le public sur les médias sociaux, affirmant qu'il était en sécurité. Il a remercié les services secrets pour leur protection et a rejeté la responsabilité de l'attaque sur le président Biden et le vice-président Harris, affirmant que leur rhétorique était à l'origine de la tentative d'assassinat. L'incident a suscité l'inquiétude des responsables politiques et du public, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, d'autant plus qu'il s'est produit 2 mois seulement après que M. Trump a reçu une balle dans l'oreille lors d'un rassemblement en Pennsylvanie. Il a également limité les activités de campagne de M. Trump en renforçant les mesures de sécurité et en restreignant les déplacements. L'ancien agent des services secrets, Rich Staropoli, a déclaré que la méfiance des forces de l'ordre local à l'égard des services secrets a aggravé la situation à la suite de la deuxième tentative d'assassinat de M. Trump. James Eggleston, agent du FBI à la retraite, qui a travaillé pendant 27 ans au sein de l'agence, a indiqué qu'une partie essentielle de l'enquête consistera à déterminer si le suspect a agi seul. Eggleston a indiqué que l'implication du suspect dans la politique mondiale pourrait être significative. Le FBI examinera les activités physiques et en ligne du suspect, y compris les données de son téléphone portable, afin de déterminer s'il a bénéficié d'une aide. Il examinera également le fusil laissé sur place et collaborera avec le Bureau des alcools et des armes à feu pour en retrouver la trace. Les dirigeants des 2 partis politiques ont condamné l'attentat. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont dit soulagés que M. Trump soit sain et sauf et se sont prononcés contre la violence politique. M. Biden a également exhorté le Congrès à soutenir davantage les services secrets. D'autres hommes politiques, comme les sénateurs Lindsey Graham et Mitch McConnell, ainsi que le représentant Jared Moskowitz, ont souligné la gravité de la situation. Ils ont insisté sur l'importance de protéger M. Trump. Ce n'est pas tous les jours que les 2 partis sont d'accord sur quelque chose, alors vous savez que c'est sérieux. Les forces de l'ordre, y compris les services secrets et les shérifs locaux, ont salué la rapidité de réaction des agents et des officiers impliqués. Elles ont souligné l'efficacité des mesures de sécurité et de surveillance. Toutefois, des inquiétudes ont été exprimées quant à la manière dont M. Ruth a réussi à accéder au terrain de golf et à s'approcher si près de M. Trump. On a parlé des difficultés à sécuriser les grands espaces extérieurs et de la nécessité d'une meilleure sécurité, en particulier pour un ancien président qui reste une personnalité très en vue. Le bureau du FBI à Miami, dirigé par l'agent spécial Jeffrey Veltri, est chargé de l'enquête sur la tentative d'assassinat. M. Veltri a assuré le public que le FBI prenait l'affaire très au sérieux et s'engageait à trouver des réponses. Mais voilà le problème. Après la première tentative d'assassinat, la confiance dans le FBI a atteint un niveau historiquement bas. Les Américains regardent le bureau de travers, se demandant s'il peut vraiment assurer la sécurité d'un ancien président ou s'il a simplement quelque chose contre Trump. Voyons comment le FBI a réussi à perdre la confiance du public. Le 24 juillet 2024, le directeur du FBI, Christopher Wray, a témoigné devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants au sujet de la tentative d'assassinat du 13 juillet contre l'ancien président Donald Trump. Wray a mentionné qu'il n'était toujours pas clair si Trump avait été touché par une balle ou un éclat d'obus. M. Trump et ses partisans ont critiqué cette déclaration, affirmant que c'était bien une balle qui l'avait touché.
M. Trump a exprimé sa colère sur Truth Social, affirmant qu'il s'agissait d'une balle qui l'avait frappé durement à l'oreille, sans qu'il y ait de verre ou d'éclat d'obus. Il a indiqué que l'hôpital avait parlé d'une blessure par balle à l'oreille et a reproché au FBI d'avoir perdu la confiance du public. L'ancien médecin de M. Trump à la Maison-Blanche, Ronnie Jackson, s'est également inscrit en faux contre ce témoignage, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve qu'il s'agissait d'autre chose qu'une balle. Après les commentaires de M. Wray, les théories du complot se sont rapidement répandues sur les médias sociaux. Un sondage de GL Partners a révélé que 21% des gens pensaient que le FBI avait peut-être orchestré la tentative. Près d'un tiers des républicains ont adhéré à cette théorie. Twitter s'est également transformé en un cloaque de fausses affirmations et de haine, certains suggérant même que l'incident avait été mis en scène. Les libéraux et les conservateurs n'ont pas tardé à réagir. Certaines voix de droite blâmant l'administration Biden et les services secrets, affirmant que les problèmes de sécurité étaient dus à l'importance accordée par l'administration à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Le représentant républicain Mike Collins a blâmé le président Biden pour l'incident, faisant référence aux commentaires passés de M. Biden sur le fait de cibler Trump. Marjorie Taylor Greene a abondé dans ce sens, accusant les démocrates de vouloir que cet événement se produise. Alex Jones, théoricien du complot, a affirmé que la fusillade était un stratagème des démocrates pour empêcher Trump de se présenter en 2024. Jones a déclaré que l'équipe de Biden avait orchestré l'ensemble du complot et que les services secrets l'avaient laissé se produire. Il a même cité des échecs passés comme l'assassinat de JFK en 1963. Jones est connu pour diffuser des théories du complot et de fausses informations sur des plateformes telles que InfoWars et NewsWars. Il a également soutenu les nationalistes blancs et a créé le site web National File en 2023 pour éviter les restrictions imposées par les médias sociaux sur son contenu. Une autre théorie suggère que les agents du Secret Service ont été retirés du rassemblement de Trump pour protéger Jill Biden lors d'un événement à Pittsburgh, mais le Secret Service a démenti cette information. Leur chef de la communication, Anthony Guglielmi, a expliqué que pendant les années électorales, ils font appel à des équipes supplémentaires pour faire face à l'augmentation des déplacements et qu'ils avaient en fait renforcé la sécurité de M. Trump. Certaines personnes ont pensé que Trump avait peut-être mis en scène la tentative d'assassinat pour attirer la sympathie. Dimitri Mellorn, conseiller du donateur démocrate Reid Hoffman, a suggéré que l'assassinat avait été organisé pour attirer l'attention des médias. L'actrice Amanda Seales a également fait allusion à cette idée dans un message aujourd'hui supprimé. Sur Twitter, en particulier parmi les utilisateurs de gauche, l'idée que la fusillade a été mise en scène a fait son chemin. Ils l'ont qualifiée d'opération false flag et ont affirmé que le sang et les morts avaient été simulés pour faire croire à la réalité. Cependant, le 26 juillet 2024, le FBI a confirmé que M. Trump avait bien été touché par une balle du fusil du tireur. Trump et ses partisans n'ont pas apprécié les premiers commentaires du directeur du FBI, Christopher Wray. Ils ont reproché au FBI de saper la confiance du public. Lors d'une audition au Sénat le 30 juillet 2024, le directeur adjoint du FBI, Paul Abbott, a fait le point sur l'enquête concernant Thomas Crooks. Il a indiqué que l'enquête se concentre sur la compréhension du mobile, la recherche d'éventuels complices et l'établissement d'une chronologie des actions de Crooks. Pour l'instant, l'enquête n'a pas permis d'identifier un mobile clair. M. Abbott a révélé que M. Crooks avait 2 comptes sur les médias sociaux, l'un datant de 2019 à 2020 et l'autre sur Gab. Le premier compte contenait plus de 700 commentaires contenant des opinions antisémites, des croyances anti-immigration et un soutien à la violence politique. Le FBI vérifie encore si ce compte appartient vraiment à Crooks, mais il a publié ces informations pour aider à comprendre ses motivations. Le compte Gab de Crooks semblait quant à lui avoir des opinions politiques différentes. Alors que le FBI a affirmé que le compte ne s'alignait pas sur Trump ou Biden, le PDG de Gab, Andrew Torba, a insisté sur le fait qu'il soutenait Biden et ses politiques d'immigration. C'est la 2e fois que les informations du FBI sont erronées. Et, dans les 2 cas, elles ont donné une mauvaise image de Trump. Cela soulève la question de la neutralité du FBI. Ces erreurs ne sont-elles que des coïncidences, ou y a-t-il quelque chose d'autre? Selon un lanceur d'alerte, l'agent spécial Jeffrey Veltri, l'homme chargé d'enquêter sur la tentative d'assassinat, avait publié des propos anti-Trump sur les médias sociaux et a reçu l'ordre du FBI de supprimer ces messages. Nombreux sont ceux qui pensent que la perquisition effectuée par le FBI au domicile de Donald Trump témoigne également d'un parti pris. En août 2022, le FBI a perquisitionné la maison de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride. Cette perquisition s'inscrit dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si Donald Trump a manipulé de manière inappropriée des documents classifiés, notamment en les transportant de la Maison-Blanche à Mar-a-Lago. Les archives nationales ont rapporté que certains documents de Trump avaient été retrouvés déchirés et recollés avec du ruban adhésif. En février 2022,
Elles ont récupéré 15 boîtes de documents à Mar-a-Lago, dont certains contenaient des informations classifiées. Cette découverte a donné lieu à une enquête de la Commission de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants et du ministère de la Justice. Le FBI a également interrogé d'anciens collaborateurs de M. Trump. En juin 2022, les enquêteurs du ministère de la Justice ont demandé aux avocats de M. Trump de leur fournir les documents restants à Mar-a-Lago par le biais d'une citation à comparaître devant un grand jury. Le 8 août 2022, des agents du FBI ont perquisitionné à Mar-a-Lago. Ils ont trouvé environ 11 000 documents, dont plus de 100 documents classifiés et 18 portant la mention « top secret ». M. Trump a été inculpé de 40 chefs d'accusation fédéraux pour avoir mal géré des documents sensibles et bloqué les efforts visant à les récupérer, mais un juge nommé par M. Trump a rejeté les accusations. Le ministère de la Justice fait appel de cette décision. M. Trump et ses partisans ont qualifié le raid de chasse aux sorcières inutile et certains républicains ont menacé d'enquêter sur le ministère de la Justice et le FBI s'ils reprenaient le contrôle du Congrès. Le FBI est censé rester impartial et ne se concentrer que sur les faits et la loi, sans s'impliquer dans la politique. Toutefois, certaines de ses actions et déclarations avant et après la fusillade soulèvent des doutes quant à sa neutralité. À propos de la fusillade, examinons plus en détail la seconde tentative d'assassinat de M. Trump et le tireur. Que savons-nous du second tireur de Trump? Le 16 septembre 2024, Ryan Wesley Routh a comparu devant un tribunal fédéral en tenue de prisonnier, les mains et les pieds entravés. M. Routh a déclaré qu'il gagnait environ 3 000 $ par mois grâce à son travail, mais qu'il n'avait pas d'économie. Ses seuls biens sont 2 camions à Hawaï, d'une valeur d'environ 1 000 $. Il aide aussi financièrement son fils de 25 ans de temps en temps. S'il est reconnu coupable, M. Routh risque jusqu'à 20 ans de prison. 15 ans pour le premier chef d'accusation et 5 ans pour le second. Sa comparution est prévue dans 2 semaines. Les autorités pensent qu'un tribunal fédéral du sud de la Floride ordonnera une évaluation de la santé mentale de M. Routh avant le début de son procès pénal. Cette décision est attendue car Routh est connu pour son comportement inhabituel, un voisin l'ayant qualifié de « petit coucou » et ses messages en ligne faisant état de remarques étranges. Ryan Wesley Routh a un long passé d'activité criminelle en Caroline du Nord, qui remonte aux années 1990. En 2002, il a été accusé de possession d'une mitrailleuse automatique, de port d'armes cachées, de conduite sans permis et de résistance à la police. Cependant, il n'a plaidé coupable que pour l'accusation de port d'armes cachées. En 2003, il a été condamné pour conduite sans permis, port d'armes cachées et délit de fuite. En 2010, il a été condamné pour recel. Il est également accusé de conduite sans permis, d'inspection de véhicules périmés et de défaut d'assurance. Routh était un fauteur de troubles fréquents à Greensboro, en Caroline du Nord, souvent impliqué dans des confrontations armées et connu pour posséder de nombreux fusils et explosifs. Il a été impliqué dans plusieurs affrontements avec les forces de l'ordre. Les comptes de médias sociaux de M. Routh sur Twitter, LinkedIn et Telegram font l'objet d'une enquête, de même que sa page Facebook qui a été supprimée. Ces messages montrent qu'il s'intéressait beaucoup à la politique et à l'actualité. Il parlait souvent d'essayer de recruter des soldats pour l'Ukraine. Dans un premier temps, il a soutenu Trump lors de l'élection de 2016, mais a ensuite exprimé sa déception et souhaité qu'il soit démis de ses fonctions. Le soutien de Routh à l'Ukraine ressort clairement de son activité en ligne. En 2022, il s'est rendu en Ukraine pour aider à mettre en contact des combattants étrangers avec des unités militaires ukrainiennes. Bien qu'il ait voulu participer lui-même au combat, il a essuyé un refus en raison de son âge et de son manque d'expérience militaire. Il a également tenté, en vain, d'obtenir du ministère ukrainien de la Défense qu'il délivre des visas aux combattants étrangers. Le motif de la tentative d'assassinat de Trump fait toujours l'objet d'une enquête, mais certains pensent qu'elle pourrait être liée à la frustration suscitée par les opinions de Trump sur l'Ukraine. Les récents commentaires de M. Trump lors du débat présidentiel pourraient avoir eu une influence. Lors du débat, M. Trump n'a pas dit clairement s'il voulait que l'Ukraine gagne la guerre contre la Russie, mais seulement qu'il voulait que la guerre prenne fin. Il a également mentionné que des millions de personnes étaient touchées par la guerre. Ces commentaires ont inquiété les habitants de Kiev et les critiques, qui craignent qu'il ne réduise l'aide militaire et économique à l'Ukraine s'il est réélu. M. Trump s'est montré sceptique quant à l'envoi d'une aide à l'Ukraine et son parti a bloqué un financement militaire crucial plus tôt en 2024. M. Trump a affirmé qu'il pourrait négocier un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie dans les 24 heures s'il était élu, avant même d'entrer en fonction. Il affirme avoir de bonnes relations avec le président ukrainien Zelensky et le président russe Poutine, qui le respectent. La réticence de M. Trump à soutenir pleinement l'Ukraine pourrait l'amener à pousser l'Ukraine à céder du terrain et à renoncer à ses objectifs dans le cadre de l'OTAN. Il ne s'est pas engagé à poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine
et a critiqué le président Biden pour ne pas avoir obtenu davantage de soutien de la part des pays européens. Le livre de Ryan Routh permet également de comprendre pourquoi il aurait pu attaquer Trump. Le livre a été publié en 2023 et détaille ses expériences en Ukraine, y compris son travail bénévole à Kiev et ses efforts pour recruter des combattants étrangers pour rejoindre la lutte contre la Russie. Routh est frustré par le gouvernement ukrainien qui tarde à accepter des soldats étrangers, comme les commandos afghans, par crainte des espions russes et des obstacles bureaucratiques. Il partage également ses opinions politiques, s'identifiant comme un indépendant et critiquant Trump pour s'être retiré de l'accord sur le nucléaire iranien. Routh exprime son désir de paix dans le monde et sa déception à l'égard des conflits mondiaux et de certains gouvernements, y compris les talibans. Le livre de M. Routh comprend un chapitre intitulé « Pourquoi Poutine n'a-t-il pas été assassiné ?», dans lequel il exprime sa frustration face à l'absence d'efforts internationaux visant à éliminer le dirigeant russe. Il a également exhorté l'Iran à assassiner Trump. Le livre contient le passage suivant. « Vous êtes libre d'assassiner Trump ainsi que moi pour cette erreur de jugement et le démantèlement de l'accord nucléaire. Personne ici aux États-Unis ne semble avoir les couilles de mettre la sélection naturelle à l'œuvre ou même la sélection contre nature. L'Iran a fait un geste, mais il ne semble pas que cela ait un rapport avec Routh. Des rapports récents révèlent que l'Iran aurait comploté pour assassiner l'ancien président américain Donald Trump, le président Joe Biden et l'ancienne candidate Nikki Haley. Ce complot aurait été mené en représailles à la décision de Trump d'ordonner l'assassinat du commandant militaire iranien Qasem Soleimani en 2020. Les dossiers du FBI indiquent qu'Asif Merchant, un Pakistanais ayant des liens avec l'Iran, a été accusé d'avoir engagé quelqu'un pour commettre un meurtre. Merchant pensait faire partie d'un plan visant à tuer Trump et a proposé des méthodes pour l'assassinat, à l'intérieur et à l'extérieur. Il communiquait également avec l'Iran en cachant des notes en anglais dans des colis envoyés à sa famille. Le 12 juillet 2024, Merchant a été arrêté pour avoir prétendument tenté d'engager un tueur à gages en envoyant 5 000 $ à un agent du FBI sous couverture. Il a rencontré son contact, Mehrdad Youssef, dans une planque en Iran pour discuter de l'attentat et des détails concernant le rassemblement de Trump et sa sécurité. Les services de renseignement américains ont découvert le complot, ce qui a conduit les services secrets à renforcer la sécurité de M. Trump. Rien ne permet de relier ce complot aux précédentes tentatives d'assassinat de Trump par Thomas Matthew Crooks et Ryan Wesley Routh. Les autorités iraniennes ont nié tout lien avec le complot, affirmant qu'elles préféraient traiter les actions de M. Trump sur le plan juridique. Orhan Routh a défendu son père, Ryan Wesley Routh, après son arrestation. Dans une interview accordée à CNN, Orhan a décrit son père comme aimant, honnête et travailleur, et a exprimé son incertitude quant aux détails de l'incident survenu en Floride, espérant qu'il soit exagéré. Il a également mentionné que son père n'était pas violent et ne possédait pas d'armes à feu, à sa connaissance. Orhan a noté que son père n'aimait pas Trump, comme beaucoup de personnes raisonnables. S'adressant au Daily Mail, Orhan a déclaré que son père n'avait reçu que quelques contraventions et que l'arrestation ne lui ressemblait pas du tout. Orhan Routh a indiqué que son père avait déménagé à Hawaï il y a quelques années et qu'il vivait avec sa petite amie de longue date. Orhan ne savait pas que son père se trouvait en Floride et a déclaré qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre à la suite d'un désaccord. Dans une interview accordée au Guardian, Orhan a également indiqué que son père était très engagé dans l'aide à l'Ukraine et qu'il s'était rendu dans ce pays pour apporter de l'aide aux soldats pendant le conflit avec la Russie. À ce stade, je pense que l'on peut supposer qu'Orhan ne sait pas grand-chose de son père. Voyons comment Routh se situe par rapport aux autres assassins en puissance. Qu'est-il advenu des assassins potentiels des présidents? Le 13 juillet 2024, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, a ouvert le feu avec un fusil sur Donald Trump lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie. Crooks, qui tirait depuis un toit situé à 443 pieds de distance, a blessé Trump à l'oreille droite. Du sang était visible sur le visage de Trump lorsque les agents des services secrets l'ont rapidement évacué de la scène. Corey Comperator, un chef des pompiers de 50 ans, a été tué alors qu'il protégeait sa famille. Les deux victimes blessées, David Dutch et James Copenhaver, ont été transportés à l'hôpital et sont dans un état stable. Crooks a été abattu par un tireur d'élite des services secrets. Les autorités pensent que le père de Crooks avait acheté le fusil utilisé lors de l'attaque, mais il n'est pas certain qu'il ait autorisé son fils à l'utiliser. Après la tentative d'assassinat, les enquêteurs ont cherché des indices sur le mobile de Crooks. Le FBI enquête sur cet acte en tant que possible acte de terrorisme intérieur, bien qu'aucun motif clair n'ait été trouvé. M. Crooks n'avait pas de casier judiciaire et ses médias sociaux ne contenaient ni menaces ni opinion politique. Bien qu'il soit inscrit au registre des républicains en Pennsylvanie, il a également fait un don de 15 $ à un groupe progressiste, le jour où Joe Biden est devenu président en 2021.
M. Crooks a obtenu son diplôme au lycée de Bethel Park en 2022, où il a remporté un prix de 500 $ pour les mathématiques et les sciences. Il a ensuite obtenu un diplôme d'ingénieur au Community College of Allegheny. Il faisait également partie d'un club de tir local et possédait du matériel pour fabriquer des bombes au moment de l'attentat. Dans les jours qui ont précédé la fusillade, M. Crooks avait un comportement inhabituel. Il se parlait à lui-même et battait des bras. Il avait également cherché en ligne des signes de dépression et regardé des images de Trump et de Biden. Le rapport d'autopsie de M. Crooks serait macabre, mais n'a pas été rendu public. Des inquiétudes ont également été exprimées au sujet de l'enquête. Un membre du Congrès accusant le FBI d'avoir bloqué l'enquête en autorisant l'incinération du corps de Crooks avant qu'il ne puisse être examiné. Crooks n'avait que 2 ans lorsqu'un autre président américain a été pris pour cible. Le 10 mai 2005, Vladimir Arutyunian, ressortissant géorgien d'origine arménienne, a tenté d'assassiner le président américain George W. Bush et le président géorgien Mikhail Saakashvili en leur lançant une grenade de fabrication soviétique. La grenade, enveloppée dans un mouchoir rouge, a atterri à environ 1,50 m du podium. Mais elle n'a pas explosé car le mouchoir a bloqué le mécanisme. Arutyunian s'est alors échappé dans la foule. Le FBI a examiné des photos prises par un professeur d'université et a trouvé un homme ressemblant à Arutyunian. Ces photos ont été communiquées aux médias et affichées publiquement, ce qui a permis à un informateur de l'identifier. Le 20 juillet 2005, la police a fait une descente au domicile d'Arutyunian, qui vivait avec sa mère. Au cours d'une fusillade, Arutyunian a tué le chef du service de contre-espionnage du ministère de l'Intérieur et blessé un autre officier. Il s'est enfui dans les bois, mais a été rattrapé plus tard par l'unité antiterroriste de Géorgie. M. Arutyunian a été inculpé par un grand jury fédéral américain pour avoir tenté d'assassiner le président Bush et avoir utilisé une arme à feu à cette fin. En Géorgie, il a également été accusé d'avoir tenté de tuer le président Saakashvili et d'avoir assassiné un agent géorgien. En janvier 2006, un tribunal géorgien l'a condamné à la prison à vie pour la tentative d'assassinat et la mort de l'agent. Il ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle et ne peut être libéré que par une rare grâce présidentielle. On a vu des hommes s'en prendre à des personnalités publiques. Mais il y a aussi des femmes qui veulent assassiner. Le 5 septembre 1975, Lynette Squeaky Fromm, membre de la secte de la famille Manson, a tenté de tuer le président Gerald Ford à Sacramento, en Californie. Elle portait des vêtements rouges et un pistolet Colt 45 dans un étui de jambe. Elle s'est rendue au Capitole de l'État de Californie, où Ford saluait les gens. Pendant que M. Ford lui serrait la main, Mme Fromm s'est placée à environ 1 mètre de lui et a pointé son arme sur lui. L'arme n'a pas fait feu et l'agent des services secrets Larry Buendorf lui a rapidement retiré son arme. Tout au long de l'incident, M. Ford est resté calme et a continué à se rendre au siège de l'État de Californie pour rencontrer le gouverneur Jerry Brown. Fromm, une adepte dévouée de Charles Manson, s'inquiétait du fait que les compagnies forestières nuisaient aux séquoias de Californie. Elle souhaitait également parler des adeptes de Manson qui ont été condamnés pour meurtre et espérait convaincre le président de réexaminer leur cas. Au cours de son procès, Fromm a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de tirer sur le président parce que son arme n'était pas prête à faire feu. Malgré cela, elle a été reconnue coupable et condamnée à la prison à vie. En 1987, elle s'est évadée de prison, ajoutant 5 années supplémentaires à sa peine. Après avoir purgé près de 34 ans de prison, elle a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2009. Le 15 février 1933, Giuseppe Zangara tente d'assassiner Franklin D. Roosevelt, le président élu, lors d'un discours nocturne à Bayfront Park, Miami, Floride. Zangara, né en Italie en 1900, s'est installé aux États-Unis en 1923 et est devenu citoyen américain en 1929. Il avait servi dans l'armée italienne pendant la Première Guerre mondiale et travaillait comme maçon, mais il était au chômage et souffrait de douleurs d'estomac graves et incurables. Pendant le discours de Roosevelt, Zangara tire 5 à 6 coups de feu avec un revolver qu'il a acheté pour 8 $. Debout sur une chaise instable à une distance de 25 à 30 pieds, il manque Roosevelt, mais touche 5 personnes, dont le maire de Chicago, Anton Cermak. Cermak mourra de ses blessures 19 jours après l'attaque, 2 jours après l'investiture de Roosevelt. Plusieurs hommes s'attaquent à Zangara et la foule aurait pu le lyncher si Roosevelt n'était pas intervenu. Roosevelt, indemne lors de l'attaque, tient dans ses bras Cermak, mortellement blessé, alors qu'il se précipite à l'hôpital. Il a également demandé à ses agents des services secrets d'aider les blessés. La réaction calme de Roosevelt et son insistance pour que Zangara bénéficie d'un procès équitable renforcent son image de dirigeant fort et juste. Zangara a reconnu son crime, déclarant qu'il voulait tuer des rois, des présidents et des capitalistes. Il a plaidé coupable pour 4 tentatives de meurtre et a été condamné à 80 ans de prison. Après la mort de Cermak, Zangara est rejugé,
condamné à mort et exécuté sur la chaise électrique le 20 mars 1933, un mois seulement après l'attentat. Certaines théories du complot suggèrent que la véritable cible de Zangara était Cermak et non la victime visée. D'autres affirment qu'il existe des liens avec le crime organisé de Chicago. Une théorie suggère même qu'Al Capone a commandité l'attentat parce que Cermak était dur envers l'outfit de Chicago et le crime organisé. Cependant, aucune de ces informations n'a été confirmée. Par rapport à d'autres tueurs américains, les motivations de Root semblent être un mélange de convictions politiques, de frustration personnelle et de désir de reconnaissance. Ses actions et ses croyances ne semblent pas s'aligner sur un groupe ou une idéologie en particulier, et il a été décrit comme une présence délirante et chaotique par ceux qui ont été en contact avec lui. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.